l'impact économique du retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Alors, les rapports de force entre le Maroc, la CAF, Confédération africaine de football, le COSAFA, dites-moi, à votre avis, vous savez qu'on cherche ces gens qui parlent mal, donc parlez pas mal, selon vous qui tirent les ficelles, Franciscain. Il faut dire que on va d'abord on va essayer de dresser rapidement une carte de l'Afrique, une carte géostratégique de l'Afrique pour que les gens comprennent. Tu as évoqué tout à l'heure la CAF, le COSAFA, et également Ahmad et tout. Alors il faudrait déjà comprendre le Maroc. Voilà, le Maroc. Il faut comprendre c'est quoi le COSAFA d'abord. Il faut dire que aujourd'hui le football est organisé en ce qu'on appelle les unions zonales. C'est-à-dire que maintenant à la CAF, ce ne sont plus les pays qui sont représentés directement. Ce sont les unions zonales, c'est-à-dire en fonction de leur situation géographique. Donc vous avez une union en Afrique du Sud et de l'Est, une union en Afrique centrale, une union en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord. Donc ils sont repartis de cette façon-là. Et donc aujourd'hui, l'union la plus puissante, parce que vous savez, malgré ça, même dans les unions zonales, il y a des plus puissants. L'union la plus puissante, c'est le COSAFA justement, qui a 15 pays. Et pas des moindres, c'est-à-dire qui réunit les pays d'Afrique du Sud et d'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, avec la particularité qu'à l'intérieur, vous avez Madagascar. Madagascar qui est donc le pays du président de la CAF. C'est très important de pouvoir relever cela. Et au nord, vous avez également une organisation... Vous avez dit qu'il y a une sorte de favoritisme alors. Non, on n'en est pas encore là. Parce que vous avez précisé sur Madagascar. Je dresse encore la carte. Au nord, on a ce qu'on appelle l'UNAF. Il n'y a que 5 pays. Ils ne sont pas, au niveau du nombre, ils ne sont pas énormes, mais au niveau des finances, ils pèsent énormément. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le football africain est dirigé par le COSAFA qui est au sud et l'UNAF qui est donc au nord. L'UNAF qui compte donc notamment le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et la Libye. Donc 5 pays maghrébins, on va dire. Alors, lorsque vous réunissez dans l'UNAF et le COSAFA, vous êtes dans pratiquement 20 pays. Ça représente pratiquement la moitié des différentes fédérations africaines. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il faut dire que ces pays-là sont un peu frustrés parce que l'ensemble des compétitions de la CAF ont été attribuées justement à des pays qui sont situés dans ce qu'on appelle la zone du Golfe de Guinée, c'est-à-dire qui réunit et les pays d'Afrique centrale et les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire de 2012 à 2023, vous voyez, il y a le Gabon, la Guinée. Oui, mais le Maroc a eu la chance d'organiser la CAN, elle a refusé. Donc ça, en fait, justement... Elle a refusé. Et justement, et c'est ça, et c'est donc ça, en fait, où c'est à partir de ce moment que naît justement la frustration. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces pays-là décident donc de faire partir la personne qui ne veut pas qu'à un moment, ils puissent vraiment faire valoir l'ancien président de la CAF. Voilà, ils ont donc 2 stratégies fondamentales. La première stratégie, c'est de faire tomber Issa Hayatou, ce qui n'est que normal. La deuxième, c'est de récupérer les CAN qu'Issa Hayatou a attribuées à ces zones du Golfe de Guinée pour justement les redistribuer dans ces zones qui sont aujourd'hui les porteurs entre guillemets, donc notamment l'UNAF et la COSAFA. Premier objectif, donc la première CAN il faut absolument déboulonner, c'est la CAN camerounaise de 2019. Ça, il faut la prendre. Sauf que le Cameroun n'a pas encouragé parce que justement, qu'est-ce qu'on va pas accuser le monde pour on est d'abord du point de vue géostratégique. On va arriver sur les raisons internes peut-être après, mais ça, on est d'abord dans le point de vue géostratégique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le Cameroun, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, n'est pas un pays prêt. Donc, du coup, ils se disent, ça sera la tâche la plus facile à faire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On monte donc un plan, mais pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une certaine dynamique, qui d'abord à cette dynamique-là et deux, a une rancœur contre l'ancien président, parce que justement, il faut rappeler que Madagascar s'était fait retirer justement la CAN de moins de 17 ans. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, on a trouvé le candidat Edouane. Pourquoi? Parce que lui, il a grandi au Maroc, il a une bonne connaissance de l'UNAF, il comprend le football, il a été sénateur, il a été président de la fédération. C'est une question politique, en fait. Donc, on parle de la géostratégie, c'est de ça qu'il s'agit. Mais on entre dans de la politique en même temps, c'est géostratégique et politique en même temps. Oui. Il était président de la fédération quand on leur retire la CAN en 2017. Tout à fait, il est président de la Confédération à ce moment-là. Alors qu'est-ce qui se passe? On met donc sur pied cette machination. Mais là où le Cameroun justement est là, comme on est dans l'analyse géostratégique, ne s'adapte pas, c'est que premièrement, il y a une diplomatie qui est très molle au niveau du Cameroun. Deuxièmement, les lobbies ne sont pas rapidement activés. Le seul lobby qui a été activé s'appelle Samuel Eto'o, il a été activé très tard. Donc les lobbies ne sont pas activés, même à l'interne au niveau de l'organisation, ça traîne. Et donc, comme on dit souvent, on a prêté la chicotte à un moment donc à ces organisations zonales-là. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Le Cameroun perd la CAN. D'accord. On était toujours sur l'analyse géostratégique. On va donc parler maintenant de l'importance de l'organisation de cette CAN au Maroc. Alors, pour 2019, comment est-ce que tu vois la CAN au Maroc et pourquoi est-ce que ce serait important pour le Maroc d'organiser cette CAN Tatou? Déjà, Franck a dit des choses.
sur lesquels je suis en partie d'accord et en partie pas d'accord, mais je vais pas revenir dessus. Mais pour la question en elle-même... Donc, une chose sur laquelle tu n'étais pas d'accord, c'est que Samuel, tu avais été activé très tard. Parce que j'ai vu ta tête, il fallait bien que je te pique là-dessus, c'est ça? Je pense que la responsabilité du Cameroun est... En quelques secondes, hein, parce que la question importante est derrière. S'il fallait mettre sur un 100%, la responsabilité du Cameroun est à 90%. Qui? La responsabilité du Cameroun. Ah, d'accord. 90%. Et je pense que Joseph Antoine Bell l'a si bien dit, la CAF nous a eu à travers nos faiblesses. D'accord. Donc, c'était... Ok, l'organisation alors de la CAN 2019 au Maroc. Le Maroc est aujourd'hui en quête de positionnement international à l'international. Il y a une image du Maroc qu'il faut vendre à l'international. Oui. Parce que il faut dire qu'après l'échec de la CAN, c'était quelle année? 2015. Avec la crise d'Ebola. Qu'ils ont mis au moi je vais dire ce qui a été officiel, hein. Oui, c'est ce qu'ils ont mis au devant. C'est à cause de la crise d'Ebola, parce qu'il y avait la Guinée qui devait participer, il y avait donc ils ont décidé de ne pas organiser la CAN 2015. Aujourd'hui, le Maroc est en quête de reconnaissance mondiale. C'est-à-dire, vous avez vu par exemple, le roi du Maroc a exigé que, par exemple, Ali Bongo vienne se reposer chez lui. Donc forcément, on l'a très bien accueilli. Oui, c'est son ami d'enfance, camarade de classe. Donc, mais ça permet aussi que aujourd'hui la presse mondiale qui est intéressée à l'Afrique ou à la presse africaine politique parle beaucoup plus du Maroc parce qu'on veut savoir comment le président Ali Bongo va et de facto si on parle du Maroc, on parle de la santé du président Ali Bongo, on fait allusion au Maroc et on fait allusion à ce que à tout ce que le roi du Maroc met en place. Donc vous comprenez qu'ici le Maroc est en quête d'une reconnaissance mondiale qu'elle a perdue à travers ses 2015. Voilà. Donc il faut reconquérir le cœur du monde, il faut se positionner sur l'échiquier mondial, en Afrique aussi, donc pour continuer à être un bon décideur en fait. Ça veut dire que le Maroc met tout en œuvre aussi, comme Franck l'a dit, met tout en œuvre pour que qu'on lui attribue une paternité sur l'organisation de la première Coupe d'Afrique des Nations à 24, ça fait quand même un prestige, hein. Et c'est un prestige que nous avons perdu. Prestige que le Cameroun a perdu, bien sûr. Pour ajouter à cela, je vais ajouter 2 ou 3 éléments également géostratégiques concernant le Maroc. Il faut rappeler que le Maroc est revenu dans l'Union africaine, c'est ce qui n'était pas arrivé depuis. Et le Maroc est sorti de l'Union économique des pays du Nord pour aller du côté de la CEDEAO, donc du côté de l'Union des... c'est pour ça que je parle de positionnement. Tout à fait, la communauté économique d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que le Maroc veut véritablement s'imprégner. Et il y a également une bataille purement économique parce qu'il faut dire aujourd'hui, quand on parle de première puissance économique et qu'on dit le Nigeria, ça grésille un peu. À un moment, quand on disait l'Afrique du Sud, ça grésillait un peu. Et aujourd'hui, le Maroc veut être la première puissance économique. C'est pas parce que le Maroc veut être la première puissance économique. Et du point de vue sportif, voilà, non, ce n'est pas encore le cas malheureusement, non. Oui, justement. Du point de vue sportif, il faut dire que le Maroc également a ceci de particulier, c'est que c'est l'un des pays qui a toujours été pionnier. Il faut dire que c'est le premier pays qui s'est qualifié pour un 8e de finale en Coupe du Monde. Tout le monde parle généralement de l'exploit du Cameroun en 90, mais on oublie que le Maroc en 82 avait déjà atteint les 8e de finale. Donc, comme ça, et avec des joueurs comme Rabat Madjer. Donc il y a cette histoire là. Nous sommes au quart de finale. Oui, c'est vrai. Après, on dépasse un palier, on va pas quitter le 8e pour le quart. Après aussi une CAN à 24 comme avec Roger Mila et tout. C'est important pour le Maroc. Et il y a également un élément très important qu'il faut rappeler. Il faut dire que 62, c'est-à-dire le père de Mohamed VI, le Maroc était un pays qui était entre guillemets très occidentalisé et qui attirait beaucoup de touristes. C'est parce que à la base le roi Hassan II était un roi qui était très ouvert, très occidental, il portait toujours des vestes, il n'était pas très musulman, il prônait pour un islamisme. Il était ouvert. Très ouvert. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'à un moment, Hassan II a fait du Maroc vraiment une